Amis internautes, ravi de vous retrouver une fois encore sur le décryptage de l'actualité. L'Afrique de l'Ouest fait face à des saisons de plus souvent meurtrières avec de nombreuses pertes de vies humaines et des destructions de maisons dans des pays voisins comme la Côte d'Ivoire, le Ghana. Mais le Bénin tente visiblement de faire figure d'exception plus diluvienne. Pourquoi le Bénin est-il épargné que ses voisins? C'est notre sujet du jour. Notre invité, on ne présente plus, Herman Bonou, journaliste à OCFM. Bonjour et bienvenue. Bonjour Laure, bonjour aux amis internautes. Ça fait plaisir de vous recevoir encore sur le décryptage de l'actualité. Le plaisir est partagé. D'accord. Les images venues d'Abidjan, d'Accra ou encore de plusieurs villes du Nigeria ont marqué l'actualité ces derniers jours. Comme vous le savez, routes transformées en rivières, habitations submergées, véhicules emportés par les eaux et pertes en vies humaines les plus diluviennes qui se sont abattues sur une partie de l'Afrique de l'Ouest rappellent-elles la vulnérabilité croissante de nos villes? Tout à fait. Il faut savoir que les villes africaines ne sont pas encore au niveau où elles devraient être en matière d'infrastructure, en matière d'habitation et tout. La plupart des habitations ne respectent pas les normes de sécurité, si je peux le dire ainsi. Et on construit aujourd'hui dans des zones qui sont habituellement ou bien réservées à l'eau, dans des zones inondables, et ce qui fait que avec les intempéries qu'on enregistre depuis quelques jours, la situation devient encore plus difficile. Et bon, je ne sais pas si je vais vous dévancer en même temps en parlant du Bénin. Le Bénin fait, dans votre introduction, vous avez dit que nous faisons figure d'exception, et c'est la vérité. Et c'est le moment pour moi en tout cas de reconnaître les efforts du gouvernement passé et actuel. Avec, on va y revenir. D'accord, donc la question des inondations fréquentes en Afrique de l'Ouest, c'est généralement dû aux mauvaises installations dans des zones peu fréquentables ou bien dans des zones qui ne sont pas du tout habitables. C'est ça qui occasionne cela. Alors, outre quelques pays de l'Afrique de l'Ouest, le Bénin également connaît depuis peu la saison des pluies avec son lot d'inquiétudes. Pourtant, contrairement à à plusieurs métropoles de la sous-région, Cotonou n'a pas connu de catastrophe d'une ampleur comparable. Cette différence s'interroge, est-ce le fruit du hasard ou le résultat des investissements engagés depuis 2016? Ok, j'ai commencé par le dire déjà, mais il faut prendre cette question-là sous deux angles. D'abord, il faut noter le relief du Bénin. En fait, le Bénin est situé sur un relief plus ou moins plat, c'est-à-dire la partie méridionale du Bénin, le sud Bénin, Cotonou, Abomey, Calavi, les zones alentours, sont à peu près au même niveau, et il n'y a pas des collines, il n'y a pas des zones de boue qui peuvent déboulonner et occasionner en tout cas des morts, comme on l'a vécu en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui a causé la mort? C'est parce que il y avait des bas-fonds, il y a du bas-fond et il y a la boue qui s'est dévalisée sur les habitations. C'est surtout ça qui a causé cette catastrophe-là en Côte d'Ivoire, où on a enregistré environ 59 morts, si j'ai bonne mémoire. Donc, le Bénin est plus ou moins épargné côté naturel. Ça, c'est une cause naturelle. Maintenant, une raison maintenant de l'homme, c'est l'assainissement que le Bénin a réalisé depuis 2016 jusqu'à ce jour. Au début, on disait qu'on ne mangeait pas ou bien qu'on ne mangerait pas les voies, alors que on est là en plein dedans. Et si on n'avait pas tapé sur la table depuis le début, la situation au Bénin serait encore plus catastrophe que ce que nous sommes en train de dénoncer actuellement. Effectivement, parce que le programme d'assainissement ou bien le PAPC, j'ai oublié la définition, en tout cas c'est
un programme du gouvernement qui a permis de réaliser de grands collecteurs d'eau, au fait, pour pouvoir désengorger les zones inondables et pour que l'eau circule facilement après une pluie. Et il y a également l'élargissement des caniveaux. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans la ville de Cotonou, c'est pratiquement, bon, toute la ville est encore en chantier. Et ça a commencé depuis 2016 avec l'avènement du gouvernement. Et c'est le lieu de saluer, ce n'est pas pour jeter du fleur à l'ancien président, ni pour être partisan de quoi que ce soit, mais quand quelqu'un fait quelque chose qui est bien, il faut le dire. Et c'est ce pourquoi d'ailleurs le gouvernement est là, mettre les citoyens dans de bonnes conditions, mettre les conditions pour que tout le monde se sente bien, tout le monde se sente à l'aise. Et gouverner, c'est prévoir ce que le gouvernement passé a fait et ce que le gouvernement actuel continue pas à faire. Et la zone du pont de Djonou, on en a parlé, c'est ça qui est au cœur de l'actualité avec ces pluies-là. Mais qu'est-ce que le porte-parole du gouvernement a dit? Le ministre porte-parole du gouvernement, il a dit qu'il y a un projet pour pouvoir élargir ces zones-là et que n'eût été, c'est-à-dire la clairvoyance ou bien la vision à long terme, ce pont serait déjà élargi depuis longtemps. Mais il y a des études qui sont en cours pour réaliser une infrastructure encore plus grande. Donc, c'est prévoir, gouverner, c'est prévoir. Et avec les changements climatiques, il faut s'attendre à pire. Ça n'a fait que commencer maintenant. Donc, c'est sûr que dans les jours, dans les années à venir, ça serait encore pire. Et en tant que citoyen, notre responsabilité, c'est de soutenir au maximum le gouvernement. Et je vais revenir sur, par exemple, le déguerpissement des populations qui a commencé et la libération de la berge lagunaire. Si on n'avait pas libéré ces espaces-là, de Dantopa et autres là, aujourd'hui, avec la quantité de pluie qu'on a enregistrée dernièrement, il y aura certainement la montée des eaux. Il y aura la montée des eaux, des enfants peut-être vont, et on aura assez de problèmes. On ne serait pas en train de parler des infrastructures à l'heure actuelle, on serait en train de parler de l'homme, de l'humain. Mais Dieu aidant, aujourd'hui, on parle d'infrastructures. Et c'est déjà un bon point pour notre pays. Dans ce pays, on a entendu en tout cas beaucoup de voix se lever, crier pour dire, voilà, vous l'aviez dit tout à l'heure, on ne mange pas la route. Mais lorsqu'on voit ce qui s'est passé la semaine écoulée, surtout sur le pont de Djonou, on se pose des questions. Est-ce que le fait de construire ces infrastructures, est-ce que toutefois, c'est pas pour le bien de la population? Ah ben, évidemment que oui, c'est pour le bien de la population. Au fait, on est comme ça, c'est l'humain. On n'est pas habitué à ce genre de fonctionnement. Et c'est normal qu'on s'interroge. Mais je peux le dire, moi, je suis croyant. Et permettez-moi de le dire ainsi. Les chefs, nos autorités, c'est dit dans la Bible, qu'ils ont été placés par Dieu. C'est Dieu qui les inspire à mener les actions qu'ils mènent. Ça, je peux vous le garantir. Et la Bible va plus loin et dit de ne pas les critiquer. C'est-à-dire, en les critiquant, il faut faire des suggestions, des propositions. C'est ce que dit la Bible, si on est croyant. Et moi, je suis croyant. Voilà. Et donc... Et la traite politique aussi s'inscrit dans ce cadre. S'inscrit dans ce... Donc, il faut dire que, bon, tout ce qui se passe actuellement au Bénin, c'est d'inspiration divine. Et notre rôle en tant que citoyen, notre rôle plus général en tant que média ou bien en tant qu'homme que nous sommes, c'est d'accompagner au maximum ce que fait le gouvernement. Si on a des suggestions, il y a des voix autorisées à les entendre. Et ça dit que toutes ces situations qui se passent ou qui se prévaut aux alentours des pays voisins, le Bénin a déjà anticipé. Tout à fait, le Bénin a déjà anticipé, le Bénin a déjà a eu une longueur d'avance sur les autres pays. C'est comme on le dit, hein, aujourd'hui, quand tu dis que tu es béninois, la fierté de ça, l'ego de ça, mais restons humbles, restons vigilants, on n'est pas à l'abri. On n'est pas du tout à l'abri. La vigilance doit être de mise, mais on a fait un pas. On a su mesurer les enjeux. Le gouvernement passé a su mesurer les enjeux du futur. Et le futur, on est déjà dedans. Ça a commencé en 2016. Je ne sais pas si vous voyez un peu, jusqu'à aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui que ça nous sauve. Et il y a d'autres réalisations, il y a d'autres réformes qui sont en cours. Et bon, qu'on ne va pas comprendre
actuellement, mais lorsque le moment viendra, mais on vous sortira les preuves pour dire, voilà, voilà, voilà. Donc, accompagnons les gouvernants, aidons-les à faire le maximum pour notre confort. Le gouvernement ne va pas donner de l'argent à quelqu'un, mais il va mettre les conditions pour que nous gagnions de l'argent. C'est ça. Et lorsqu'on parlait du social avant, c'est un autre débat. On peut, chacun a ses priorités. Voilà, on peut en revenir. A ses priorités. Mais moi, je peux vous rassurer que en termes de social, même le gouvernement passé en a fait tellement, mais c'est parce que c'est de façon structurée, de façon structurelle au fait, que bon, il n'y a pas eu de communication pour dire, bon, du m'as-tu vu au fait? Pas comme ce qu'on voit aujourd'hui. Voilà, bon, pas comme ce qu'on voyait avant. Ah, d'accord. Pas comme ce qu'on voyait avant où, bon, pour donner un chèque de 1000 francs à quelqu'un, on organise un grand événement, on appelle tout le monde et tout. Bon, ça, c'est du passé. Ça, c'est du passé. Et le Bénin actuel n'est plus à cette étape-là. On est déjà loin et espérons que ça continue sur cette marche-là. Justement, est-ce que voilà, l'expérience béninoise démontre qu'une politique cohérente d'investissement dans les infrastructures urbaines peut réellement durablement améliorer le cadre de vie des populations ainsi que la résilience des villes face aux aléas climatiques? Tout à fait. Et la dénomination ministère du cadre de vie des infrastructures, je crois, hein, c'est la dénomination actuelle. Bon, je n'en ai pas lecture, mais ça place la question des résiliences des villes de façon prépondérante dans les politiques actuelles du développement. Et vous allez voir dans les nominations, celui qui est à la tête, par exemple, de la mairie de Cotonou actuellement, c'est un architecte, c'est un urbaniste au fait. Ce n'est pas fait au hasard. Les défis de la ville de Cotonou, sont énormes. Et Cotonou, c'est la vitrine du Bénin. Et donc, il faut dire que le gouvernement, la politique gouvernementale en matière d'infrastructure, en matière de cadre de vie est tellement structurée pour offrir le meilleur aux Béninois. Je les invite encore à ne pas douter du travail que fait le gouvernement. Ça, je peux vous le garantir. Est-ce qu'il faut davantage investir dans nos villes en matière d'infrastructure? Tout à fait. Il faut revoir le carnaval ou le cadre d'octroi des espaces pour la construction des habitations. Ouais, bon, effectivement. L'un ne va pas sans l'autre, non? L'un ne va pas sans l'autre. Tout doit être fait selon les normes. Les populations doivent éviter de construire dans des zones inondables. Justement, est-ce que c'est de la faute aux populations? Ben, en quelque sorte, oui. Parce que bon, lorsque tu achètes un terrain, peut-être que le jour où tu achètes le terrain ou bien le jour que tu vas voir le propriétaire, tu ne vas pas lui dire que tu veux construire. Tu vas lui dire peut-être que c'est pour labourer ou bien peut-être que c'est pour mener une autre activité. Mais après, tu t'installes là et tu en fais ta maison. Certainement, bon, je suis d'accord, mais si c'est un espace public, bon, disons de l'État, l'État a le droit d'avoir un regard. Effectivement, si c'est un espace public, en tout cas, je crois que avec... Normalement, il doit avoir des dispositions qui doivent être prises. Tout à fait, c'est pour ça que avant de construire, il y a le permis de construire. Il y a plusieurs inspections qui sont faites et tout. Donc, ce qui est sûr, rien ne se fait plus comme avant. Avant, les gens avaient construit, bon, les habitations dont on parle. L'habitude de construire. Voilà. Donc, les habitations dont on parle aujourd'hui, les zones inondables dont on parle aujourd'hui, ce n'est pas, bon, c'est pas aujourd'hui qu'ils ont été autorisés à construire à cet endroit-là. Ils ont été installés il y a des décennies. Voilà, il y a des années. Donc, c'est petit à petit qu'on va essayer de régulariser la situation de ces personnes-là. C'est bien possible que l'État... C'est un travail qu'il faut faire. Tout à fait. Et le travail est déjà en cours. C'est tout à fait possible que le gouvernement décide après, bon, lorsqu'on va passer cette cape-là, ce cap, et le gouvernement puisse décider peut-être de reloger certaines couches de la population, bien de reloger complètement des zones au fait. Comme on a eu à faire pour la bêche lagunaire. Tout à fait, effectivement. Et on va construire des habitations sociales
pour pouvoir les installer et réaménager ces espaces-là. Ce n'est pas qu'on va abandonner les espaces, mais il faut mettre les infrastructures qu'il faut, les infrastructures adaptées pour pouvoir contenir ou bien pour pouvoir faire face aux changements ou bien aux intempéries qui viendront dans le futur. Justement, on parle du Bénin et vous n'êtes pas sans savoir que, outre Cotonou, Abomey, Calavi, Porto-Novo, Grand Popo et tout, il y a des zones où il y a les fleuves, il y a les lacs et tout, il y a la situation de la montée des eaux et chaque année, le Bénin enregistre pas mal de situations dont la perte des cultures, la perte de beaucoup de champs de manioc, de maïs, ainsi de suite. Comment peut-on faire réellement pour améliorer cette situation? Il faut dire, l'eau, les intempéries, bon, ce n'est pas quelque chose qu'on peut contrôler. Voilà. C'est pas quelque chose qu'on peut contrôler. Mais est-ce qu'il faut on en a d'ailleurs besoin. Éviter ou en fait, chaque année, d'aller s'installer dans les zones lacustres, dans les zones où il y a à fort risque. Oui, voilà, à fort oui. risque. En fait, à l'approche des crues, à l'approche des situations de la saison pluvieuse, ou bien pendant la saison pluvieuse, je crois que l'Agence béninoise de protection civile actuelle, et Météo Bénin par exemple, ils produisent régulièrement des bulletins d'information pour sensibiliser les populations de ces localités-là, des jours où il y aura crue, des jours où il y aura décrue, et quel comportement adopter, comment s'y prendre au fait. Ça, il y en a déjà. Donc, mais pour ce qu'on sait, on sensibilise les populations, on leur demande de quitter leur zone et tout. Mais est-ce qu'il y a un plan B qui est préalablement mis en place lorsque la personne va quitter le lac Noko, par exemple? Est-ce que la personne ira s'installer? Ah ben, c'est bien possible qu'il y ait ces plans-là, mais lorsque... Ce qui fait qu'on enregistre chaque année la résistance de ces populations et après il y a pas mal de dégâts qui s'observent. Il faut dire que cette situation-là ne va pas s'arrêter. Ouais, ça ne va pas manquer, voilà, ça ne va pas manquer. Mais c'est la probabilité serait très faible. C'est une mise à jour au jour le jour, en fait. Lorsqu'il y a situation, il doit avoir une réponse rapide, efficace et claire, au fait. Et c'est dans ça qu'on est. C'est la gestion de crise, au fait. Donc, ce n'est pas que... on ne peut pas interdire. Voilà, on ne peut pas interdire à un habitant de Banikwara d'aller au champ. C'est la saison pluvieuse. Et s'ils n'y vont pas, qu'est-ce qu'on va manger ici? C'est ça, en fait. C'est aussi simple que ça. Donc, les populations doivent vaquer à leurs occupations tout en prenant soin de pouvoir respecter certaines consignes pour leur bien-être. Justement, qu'est-ce que le gouvernement fait pour accompagner, pour soutenir, pour encadrer ces populations-là à risque, comme on le dit? Personnellement, je ne sais pas. Personnellement, je ne sais pas. Qu'est-ce que le gouvernement devrait faire selon vous? Bon, ce qu'il peut faire, c'est mettre les informations à disposition des populations. Et ils le font. Ça, on est d'accord que ces populations ne sont pas uniquement... Il faut dire que ce n'est pas le gouvernement qui fait tout. C'est la décentralisation, la gestion à la base. Donc les chefs quartiers, les maires... Les chefs de village. Voilà, c'est à eux de définir les politiques adaptées à chaque région, à chaque zone. Donc c'est à eux, les chefs de collectivité, de sensibiliser leur communauté concernant les dispositions à prendre. Il ne faut pas attendre que l'État construise une maison et les mettre dedans. Non, ce n'est pas possible. C'est à eux de prendre leurs responsabilités. On connaît, bon, quand on prend une ville, on sait les zones à risque et les zones non à risque. Donc, quand la situation commence, mais tout le monde va dans les zones non à risque pour pouvoir être à l'abri. Donc, c'est un peu ça. Passer cette période. Voilà, ce n'est que temporaire, ce n'est pas une situation durable sur le long terme, non. La saison des pluies, ce n'est que temporaire. On connaît son temps. Donc, chacun doit savoir raison garder, chacun doit prendre ses responsabilités. Comme je l'ai dit toujours, il ne faut pas tout attendre de l'État. L'État fera son maximum, bien son minimum. Le reste nous revient. Parce que, bon, quand tu es dans ta maison, quand tu vois un serpent ou bien quand tu vois, bon, quand le feu prend, mais tu ne vas pas rester là pour que le feu te brûle. Ben,
tu cherches les voies et moyens pour t'en sortir, appeler de l'aide et tout. C'est comme ça. Merci beaucoup, chers confrères, amis internautes. Merci de nous avoir suivis. Prenez le rendez-vous très prochainement. D'ici à là, portez-vous bien.